La ferme des animaux de George Orwell. Lecture du chapitre 8. Quelques jours plus tard, une fois retombée la terreur causée par les exécutions, certains animaux se rappelèrent, ou du moins crurent se rappeler, que le 6e commandement stipulait: nul animal ne tuera un autre animal. Et si l'on se garda de s'en ouvrir aux chiens ou aux cochons, on sentait bien que les massacres récents ne collaient pas avec ce principe. Liseron demanda à Benjamin de lire le 6e commandement. Et, lorsque celui-ci refusa, prétextant comme à son habitude qu'il ne se mêlait pas de ces affaires-là, elle se tourna vers Muriel. La chèvre lui lut donc: « Nul animal ne tuera un autre animal sans raison. » Allez savoir pourquoi les 2 derniers mots avaient échappé à la mémoire des animaux. Mais ils voyaient bien, à présent, que le 6e commandement n'avait pas été violé, car de toute évidence, il y avait eu de bonnes raisons d'exécuter les traîtres complices de Boule de Neige. Toute l'année, les animaux besognèrent, plus dur encore que l'année précédente. Rebâtir le moulin dans les temps avec des murs 2 fois plus épais qu'auparavant, et tout cela, en plus du travail ordinaire à la ferme, était une tâche titanesque. Parfois les animaux avaient l'impression de travailler beaucoup plus, sans être mieux nourris, que du temps de John. Le dimanche, Baratin, déroulant un immense ruban de papier, leur communiquait la longue liste de chiffres prouvant que la production de chaque catégorie d'aliments avait augmenté de 200%, 300%, voire 500%, selon les cas. Les animaux n'avaient aucune raison de ne pas le croire, d'autant plus qu'ils ne se souvenaient plus très bien des rendements d'avant la rébellion. Néanmoins, certains jours, ils auraient préféré avoir moins de chiffres et plus de nourriture. Tous les ordres étaient maintenant transmis par l'intermédiaire de Baratin ou des autres cochons. Napoléon ne se montrait plus en public que 1 fois tous les 15 jours. Et lors de ces rares apparitions, il était accompagné non plus seulement de sa horde de chiens, mais aussi d'un coq noir qui paradait devant lui et faisait office de trompette. Il lançait un cocorico sonore avant chaque prise de parole du chef. Même à l'intérieur de la maison, à ce que l'on disait, Napoléon avait ses appartements particuliers à l'écart des autres. Servi par 2 chiens, il prenait ses repas seul. Dans le service en porcelaine de Derby, jadis rangé dans l'étagère vitrée du salon. Il fut annoncé en outre que l'on tirerait un coup de fusil pour l'anniversaire de Napoléon, comme pour les autres commémorations. Napoléon n'était plus jamais appelé simplement par son nom. On ne le désignait qu'avec des formules protocolaires, telles que « Notre guide, le camarade Napoléon ». Et les cochons, par ailleurs, se plaisaient à lui inventer toutes sortes de titres, comme « Père du peuple animal »,« Terreur de l'humanité »,« Protecteur des bergeries »,« Ami des canetons », et ainsi de suite. Dans ses discours, Baratin chantait désormais, la larme à l'œil, la sagesse de Napoléon, sa bonté de cœur et l'amour infini qu'il vouait universellement aux animaux, notamment à leurs misérables voisins, encore prisonniers de l'ignorance et de l'esclavage. On avait pris le pli d'attribuer à Napoléon toute réussite et toute faveur du sort. Ainsi, il n'était pas rare d'entendre une poule confiée à une autre. Sous la conduite éclairée de notre guide, le camarade de Napoléon, j'ai pondu 5 œufs en 6 jours. Ou encore, 2 vaches venues s'abreuver à l'étang s'exclamaient: grâce à notre chef suprême, le camarade Napoléon, cette eau est vraiment délicieuse. Un poème de Minimus intitulé Camarade Napoléon reflétait bien le sentiment général de la ferme. Fidèle ami des orphelins, fontaine de bonheur sans fin, seigneur de l'écuelle,
En adoration, je brûle de te voir, divin, le regard calme et souverain, comme le soleil du matin, camarade Napoléon. Tu es le noble pourvoyeur de ce qui fait notre bonheur, de la paille et de quoi bien s'emplir le bidon. Toutes les bêtes jeunes et vieilles s'endorment sur leurs deux oreilles, car sur ton peuple, ô tu veilles, camarade Napoléon. Le plus minuscule goret, guère plus grand le cochonnet, qu'un pot de lait ou qu'un rouleau de marmiton, tout juste né se reconnaît, ton fidèle et loyal sujet. Son premier cri sera, c'est vrai, camarade Napoléon. Napoléon donna son approbation et fit inscrire le poème sur le mur de la grange, en face des 7 commandements, surmonté de son portrait de profil, exécuté par Baratin à la peinture blanche. Pendant ce temps, par l'intermédiaire de Whymper, Napoléon s'était engagé dans des négociations compliquées avec Frédéric et Pillingston. Le tas de bois n'était toujours pas vendu. Des 2 fermiers, Frédéric était le plus désireux de l'acquérir, mais il rechignait à y mettre le prix. En outre, d'après de nouvelles rumeurs, Frédéric et ses hommes projetaient d'attaquer la ferme des animaux et de détruire le moulin, dont l'érection avait éveillé en lui une furieuse jalousie. Et puis, on soupçonnait toujours Boule de Neige de se cacher à Pinchfield. Au milieu de l'été, les animaux s'émurent en apprenant que 3 poules avaient spontanément avoué leur participation à un complot inspiré par Boule de Neige en vue d'assassiner Napoléon. Elles furent exécutées sur le champ, et de nouvelles mesures furent prises pour assurer la sécurité du chef. La nuit, 4 chiens montaient désormais la garde autour de son lit, un à chaque angle, et un jeune cochon nommé Œil Rose reçut pour mission de goûter tous ses plats avant lui pour vérifier s'ils n'étaient pas empoisonnés. À peu près au même moment, on apprit que Napoléon avait conclu la vente avec Mr. Pillington. Il s'apprêtait également à signer un accord en bonne et due forme pour l'échange régulier de produits entre la ferme des animaux et Foxwood. Les relations entre Napoléon et Pillington, bien que toujours relayées par Whymper, étaient devenues presque amicales. Si les animaux se méfiaient de Pillington comme de tout humain, ils le préféraient largement à Frédéric, qu'ils craignaient autant qu'ils le haïssaient. D'ailleurs, au fil de l'été, alors que l'on était sur le point d'achever le moulin, la rumeur d'une attaque imminente du perfide fermier se faisait de plus en plus insistante. Frédéric, disait-on, s'apprêtait à lancer contre eux une vingtaine d'hommes, armés de fusils, et il avait déjà soudoyé les magistrats et la police afin qu'ils ferment les yeux, s'ils parvenaient à s'approprier la ferme des animaux. En outre, des histoires épouvantables circulaient sur les mauvais traitements infligés par Frédéric à ses animaux, à Pinchfield. Il avait fouetté à mort un vieux cheval. Il affamait ses vaches. Il avait livré un chien aux flammes le soir pour s'amuser. Il organisait des combats de coqs aux ergots desquels il fixait des bouts de lame de rasoir. Le sang des animaux ne fit qu'un tour lorsqu'ils apprirent les tortures infligées à leurs camarades. Et ils réclamèrent régulièrement qu'on les laisse marcher sur Pinchfield, expulser les humains et libérer les animaux. Mais d'après Baratin, il valait mieux éviter ce genre de réaction à chaud et s'en remettre plutôt à la stratégie de Napoléon. Quoi qu'il en soit, l'hostilité restait vive envers Mr. Frédéric. Un dimanche matin, Napoléon fit une apparition dans la grange pour expliquer que jamais, à aucun moment, il n'avait envisagé de vendre le bois à ce dernier. Il estimait indigne de lui de traiter avec des scélérats de cette espèce. Les pigeons, toujours missionnés pour diffuser la nouvelle de la rébellion, se virent interdire de poser la patte à Foxwood et durent par ailleurs troquer leur slogan « Mort aux humains » contre celui de « Mort à Frédéric ». À la fin de l'été, une nouvelle machination de Boule de Neige fut dévoilée. Le blé mûr était envahi de chiens-dents.
Lors d'une de ces incursions nocturnes, Boule de Neige avait mêlé la mauvaise herbe aux semences de blé. Un jar, complice de ce forfait, s'était dénoncé à Baratin, avant de se suicider en ingérant des baies de belladone. Parallèlement, les animaux apprirent que Boule de Neige, contrairement à ce que beaucoup avaient cru, n'avait en fait jamais reçu l'insigne héros animal première classe. Ce n'était qu'une légende, répandue par l'intéressé peu après la bataille de l'étable. Loin d'avoir été décoré, le traître avait même été blâmé pour sa lâcheté au combat. Une fois de plus, cette annonce laissa certains animaux dubitatifs. Mais Baratin eut tôt fait de les convaincre que leur mémoire les trompait. À l'automne, au prix d'un effort considérable qui les mit à genoux, car il fallait, dans le même temps, rentrer la moisson, le moulin fut terminé. Il restait encore à installer le mécanisme dont Wyempire était en train de négocier l'achat. Mais l'infrastructure était achevée. Malgré tous les obstacles, en dépit de leur inexpérience, des outils rudimentaires, de la malchance et de la traîtrise de Boule de Neige, ils avaient relevé le défi dans les temps. Au jour près, éreintés, mais pas peu fiers, les animaux admiraient sous tous les angles leur chef-d'œuvre, qu'ils trouvaient encore plus beau que leur premier moulin. Qui plus est, les murs étaient 2 fois plus épais qu'auparavant. Mis à part des explosifs, rien ne pouvait les abattre cette fois-ci. Quand ils songeaient à la somme de travail abattu, aux phases de découragement qu'ils avaient surmontées et à tout ce que ça allait changer dans leur vie quand les ailes du moulin et les dynamos fonctionneraient, quand ils songeaient à tout cela, donc, ils oubliaient leur fatigue et gambadaient tout autour de l'édifice en poussant des cris de triomphe. Napoléon, en personne, accompagné de ses chiens et de son coq, vint inspecter les travaux finis. Il félicita personnellement les animaux et décida de baptiser l'ouvrage « Moulin de Napoléon ». 2 jours plus tard, les animaux furent convoqués dans la grange pour une réunion extraordinaire. Ils restèrent bouche bée lorsque Napoléon leur annonça avoir vendu le tas de bois à Mr. Frédéric, qui enverrait des chariots enlever la marchandise dès le lendemain. Pendant tout le temps de son apparent rapprochement avec Pillington, Napoléon avait en fait mené des tractations secrètes avec Frédéric. Tout rapport avec Foxwood fut suspendu et des messages injurieux furent adressés à Pillington. Les pigeons reçurent l'ordre d'épargner désormais Pinchfield et de substituer à leur slogan « Mort à Frédéric » celui de « Mort à Pillington ». Dans le même temps, Napoléon assurait les animaux que les rumeurs d'attaque imminente contre leur ferme étaient totalement fausses, et que ce que l'on racontait des sévices infligés à ces animaux par Frédéric était largement exagéré. Tous ces ragots avaient certainement été forgés par Boule de Neige et ses acolytes. Le traître, d'ailleurs, découvrit-on en fin de compte, ne se cachait pas à Pinchfield, où il n'avait en fait jamais mis une patte. Il vivait, dans une débauche de luxe, disait-on, à Foxwood, où Pillington l'hébergeait depuis son expulsion. Les cochons s'extasièrent de tant d'habileté. En feignant de se rapprocher de Pillington, Napoléon avait forcé Frédéric à rehausser son prix de 12 livres. Mais l'esprit supérieur de leur chef, selon Baratin, se manifestait surtout par le fait qu'il ne faisait confiance à personne, pas même à Frédéric. Ce dernier, en effet, avait voulu régler le bois avec ce qu'il appelait un chèque, c'est-à-dire, apparemment, un bout de papier tenant lieu de promesse de paiement. Mais Napoléon ne s'était pas laissé compter. Il avait exigé d'être payé en vrais billets de 5 livres, et ce, avant livraison de la marchandise. Frédéric avait fini par céder, et la somme versée correspondait exactement au prix de la machinerie du moulin. Cela étant, les troncs furent chargés et enlevés en un rien de temps. Ensuite, de quoi une nouvelle assemblée extraordinaire se tint dans la grange, qui permit aux animaux d'examiner les billets de banque de Frédéric. Arborant un sourire béat
et affublé de ses 2 médailles, Napoléon reposait sur un lit de paille installé sur l'estrade. Les billets à côté de lui, empilés sur un plat en porcelaine emprunté à la cuisine de la ferme. Les animaux défilaient lentement devant ce trésor que chacun contemplait à loisir. Champion, quant à lui, tendit le museau pour renifler les billets. Des bouts de papier palots, si légers que son souffle suffit à les soulever et à les froisser. 3 jours plus tard, ce fut un sacré charivari. On vit soudain Wyampire, le visage livide, remonter le chemin à toute allure sur sa bicyclette, qu'il abandonna dans la cour pour foncer tout droit dans la maison. L'instant d'après, un hurlement de rage étouffé sortait des appartements de Napoléon. Bientôt, la nouvelle se répandit dans toute la ferme, telle une traînée de poudre. Les billets étaient des faux, le bois n'avait pas coûté un sou à Frédéric. Napoléon battit le rappel immédiatement, et d'une voix terrible réclama la peine de mort contre Frédéric. Une fois capturé, promit-il, il le ferait bouillir à petit feu. En même temps, il avertit les animaux qu'après une telle félonie, il fallait s'attendre au pire. À tout moment, Frédéric et ses troupes pouvaient lancer leur offensive tant redoutée. Les sentinelles furent placées en différents points aux abords de la ferme. En outre, 4 pigeons furent envoyés à Foxwood, porteurs d'un message d'apaisement dont on espérait qu'il favoriserait la reprise des relations amicales avec Pillington. Dès le lendemain matin, l'ennemi attaquait. Les animaux prenaient leur petit déjeuner lorsque surgirent les guetteurs. Frédéric et sa troupe venaient de franchir la grande barrière. Confiants et hardis, les animaux marchèrent à leur rencontre. Mais cette fois-ci, la victoire ne fut pas aussi aisée qu'à la bataille de l'étable. Ils avaient en face d'eux 15 hommes, équipés au total d'une demi-douzaine de fusils, qui ouvraient le feu dès qu'ils furent à moins de 50 mètres de leur cible. En dépit des efforts de Napoléon et de Champion pour galvaniser les troupes, les animaux, impuissants face aux terribles décharges et au feu des balles, furent bientôt refoulés. Un certain nombre d'entre eux étaient déjà blessés. Ils se réfugièrent dans les bâtiments de la ferme, d'où ils observèrent prudemment la suite des opérations, à travers les trous et les fissures des murs. Le grand pré, moulin compris, était aux mains de l'ennemi. Pour l'instant, même Napoléon semblait dérouté. Il faisait les 100 pas en silence, la queue raide et agitée de soubresauts. On lança des regards pleins d'espoir en direction de Foxwood. Si Pillington et ses hommes venaient en renfort, on pouvait encore l'emporter. Mais juste à ce moment-là, les 4 pigeons envoyés en mission la veille revinrent. L'un d'eux était chargé d'un billet griffonné par Pillington, « Bien fait pour vous ». Entre-temps, Frédéric et sa troupe s'étaient arrêtés près du moulin. Les animaux les observaient. Un murmure inquiet parcourut les rangs. 2 hommes avaient sorti un pied de biche et une masse. Ils voulaient démolir le moulin. « C'est impossible, cria Napoléon. Les nouveaux murs sont bien trop épais. Même en 1 semaine, ils n'y parviendraient pas. Courage, camarades !» Mais Benjamin suivait attentivement du regard les gestes des hommes. Les 2 types, équipés de la masse et du pied de biche, étaient en train de creuser un trou au pied de l'édifice. D'un air presque amusé, Benjamin hocha lentement son long museau. « Je m'en doutais, dit-il. Ne voyez-vous pas ce qu'ils sont en train de faire? Bientôt, ils vont bourrer ce trou d'explosifs. » Les animaux attendaient, terrifiés. Il était impossible de se risquer maintenant hors du refuge. Au bout de quelques minutes, on vit les hommes courir dans toutes les directions, puis il y eut un vacarme assourdissant. Les pigeons tournoyèrent dans les airs, et tous les animaux, sauf Napoléon, se jetèrent à plat ventre face contre terre. Quand ils se relevèrent, un énorme nuage noir flottait au-dessus du moulin. Peu à peu, le vent dissipa la fumée, le moulin avait disparu. Cette vision ranima l'ardeur des troupes. La peur et le désespoir qui tenaient encore les animaux quelques instants plus tôt furent balayés par la rage que leur inspira un acte aussi ignoble, aussi vil. Libérant un terrible cri de vengeance et sans plus attendre d'ordre, ils chargèrent tous ensemble sus à l'ennemi.
Cette fois-ci, ils ne se souciaient plus de la volée de plomb qui les atteignait tels des grêlons. Ce fut une bataille sauvage, implacable, quand les animaux, bravant le feu nourri des hommes, approchèrent de leurs assaillants. Ces derniers les rouèrent de coups, de bottes et de bâtons. Une vache, 3 moutons et 2 oies furent tués au cours de la bataille. Presque tous furent blessés. Même Napoléon, qui dirigeait les opérations depuis l'arrière, se fit rogner un bout de queue par une balle. Mais les hommes n'en sortirent pas indemnes non plus. 3 d'entre eux eurent le crâne fracassé par les coups de sabot de Champion. Un autre se fit encorner par une vache. Un autre encore manqua de se faire arracher son pantalon par Jessie et Violette. Et quand les 9 chiens de garde de Napoléon, qui sur ordre de leur maître, avaient entrepris de contourner l'agresseur à couvert sous la haie, apparurent soudain sur le flanc ennemi en jappant férocement, la panique s'empara des hommes. Ils comprirent qu'ils risquaient de se faire encercler. Frédéric hurla alors à ses hommes de se replier tant que c'était possible. Et l'instant d'après, les lâches décampaient à toute vitesse. Les animaux les pourchassèrent jusqu'au fond du champ et leur infligèrent quelques dernières ruades, tandis que les fuyards s'efforçaient de passer au travers des buissons d'épines. Les animaux l'avaient emporté, mais ils étaient harassés et couverts de sang. Lentement, ils cloquediquèrent jusqu'à la ferme. Au spectacle des corps sans vie de leurs camarades gisant dans l'herbe, certains se mirent à pleurer. Et, observant un silence funèbre, ils se recueillèrent un instant devant les ruines du moulin. Ainsi donc il avait disparu le fruit de leur labeur, jusqu'au dernier vestige. Même les fondations étaient partiellement détruites, et pour le rebâtir, ils ne pouvaient réutiliser les blocs effondrés comme la première fois, car cette fois-ci, les pierres aussi étaient volatilisées. La puissance de l'explosion les avait dispersés à des centaines de mètres. C'était comme si le moulin n'avait jamais existé. Quand les animaux approchèrent de la ferme, Baratin, bizarrement absent pendant le combat, vint à leur rencontre en sautillant et en battant de la queue, l'air tout à fait réjoui. Au même moment, les animaux entendirent, provenant de la cour, la détonation solennelle d'un tir de fusil. « C'est quoi ce coup de feu » demanda Champion. « C'est pour célébrer notre victoire » s'écria Baratin. « Quelle victoire » reprit Champion. Il avait les genoux en sang, avait perdu un fer, s'était fendu un sabot, une douzaine de balles étaient logées dans sa jambe arrière. « Quelle victoire, camarades ? Nous n'avons pas bouté l'ennemi hors de chez nous, hors du territoire sacré de la ferme des animaux ? Mais ils ont détruit le moulin, nous avions mis 2 ans à le construire. Quelle importance, nous en bâtirons un autre, nous en bâtirons 10 si ça nous chante. Ne mesurez-vous pas, camarades, quel exploit nous avons accompli ? L'ennemi occupait l'endroit même où nous nous trouvons, et maintenant, grâce au génie stratégique du camarade Napoléon, nous l'avons reconquis jusqu'au dernier centimètre. Alors, nous n'avons fait que reprendre ce qui était déjà à nous ? Eh bien, c'est là notre victoire, conclut Baratin. Ils boitillèrent jusqu'à la cour. Les balles qui avaient entamé sa chair brûlaient atrocement Champion. En songeant qu'il allait falloir reconstruire de zéro le moulin, en songeant au dur labeur qui l'attendait, il se préparait déjà mentalement à la tâche. Mais pour la première fois, il lui traversa l'esprit qu'il avait 11 ans et que peut-être il n'avait plus la vigueur d'antan. Toutefois, lorsque les animaux virent flotter le drapeau vert, lorsqu'ils entendirent de nouveau retentir le fusil, 7 fois au total, lorsqu'ils écoutèrent le discours de Napoléon les félicitant pour leur ardeur au combat, il leur sembla, après tout, qu'ils venaient de remporter une grande victoire. Les bêtes, tombées au champ d'honneur, eurent droit à des funérailles officielles. Champion et Liseron tirèrent le chariot qui faisait office de corbillard, et Napoléon, en personne, prit la tête du cortège. Il y eut 2 jours entiers de célébration, des chansons, des discours, encore des tirs de fusil. Chacun se vit accorder une pomme, assortie pour les oiseaux de 50 grammes de blé et de 3 biscuits pour les chiens. Il fut décidé que la bataille serait nommée « Bataille du Moulin » et Napoléon créa une nouvelle récompense, l'ordre de la bannière verte, qu'il se décerna à lui-même.
Ces réjouissances firent oublier la malheureuse affaire des billets de banque. Quelques jours plus tard, les cochons tombèrent par hasard dans les caves sur une caisse de whisky qu'ils n'avaient pas repérée plus tôt, en prenant possession des lieux. Cette nuit-là résonnèrent, en provenance de la maison, des chants bruyants auxquels se mélangeaient étrangement les notes de Bête d'Angleterre. Aux alentours de 21h30, on aperçut Napoléon. Sans aucun doute, c'était bien lui, affublé d'un chapeau melon de Mr. Jones. Il surgit par la porte de l'office, fit le tour de la cour au galop, avant de rentrer de rechef. Au matin, en revanche, un silence absolu planait sur la ferme. Les cochons ne donnaient pas signe de vie. Il était presque 9h lorsque Baratin pointa le groin, la démarche lente et la mine défaite, les yeux mornes et la queue flasque. Bref, l'air vraiment mal en point. Après avoir réuni les animaux, il leur annonça une terrible nouvelle. Le camarade Napoléon se mourait. Un concert de lamentation s'éleva dans l'assemblée. On disposa de la paille au seuil des portes. Les animaux ne se déplaçaient plus que sur la pointe des pattes, les larmes aux yeux. Ils se demandaient les uns et les autres ce qu'ils allaient devenir si leur guide leur était retiré. Boule de Neige voulait la rumeur, avait finalement réussi à empoisonner Napoléon. À 11h, Baratin fit une nouvelle annonce. Avant de quitter cette terre, Napoléon avait rendu un ultime décret. La consommation d'alcool sera désormais punie de peine de mort. Toutefois, le soir venu, le verra semblait aller un peu mieux, et le lendemain matin, Baratin assura qu'il était en voie de guérison. Le soir même, Napoléon se remettait au travail, et le jour suivant, on apprit qu'il avait chargé Wyempire d'acheter à Wellington un précis sur le brassage et la distillation. Une semaine plus tard, Napoléon donnait ordre de labourer le petit enclos derrière le verger, que l'on avait un temps envisagé d'affecter aux animaux retraités. Selon le discours officiel, le sol, épuisé, avait besoin d'être réensemencé. Mais bien vite, on apprit que c'était de l'orge, que Napoléon avait l'intention d'y semer. Vers cette époque survint un incident bizarre auquel personne ou presque ne comprit rien. Au beau milieu de la nuit, on entendit soudain un énorme fracas dans la cour où se ruèrent bientôt les animaux, réveillés en sursaut. C'était une nuit de pleine lune. Au pied du mur de la grange, celui où étaient inscrits les 7 commandants, gisait une échelle brisée en 2. Baratin, un peu sonné, était affalé à côté, à proximité d'une lanterne, d'un pinceau et d'un pot de peinture blanche renversé. Immédiatement, les chiens firent un cercle autour de Baratin, et dès qu'il fut sur pied, l'escortèrent jusqu'à la maison. Aucun des animaux n'avait la moindre idée de tout ce que cela signifiait, sauf le vieux Benjamin, qui hocha le museau d'un air entendu. Il semblait comprendre, mais ne dit pas un mot. Quelques jours plus tard, en parcourant les 7 commandements, Muriel se fit la remarque qu'il y en avait encore un que les animaux avaient retenu de travers. Ils avaient toujours cru que le 5e commandant disait « Nul animal ne boira d'alcool ». Or, manifestement, ils avaient oublié 2 mots. En réalité, ce commandement disait « Nul animal ne boira d'alcool à l'excès ». Fin de la lecture du chapitre 8. On va résumer le chapitre 8 du livre La ferme des animaux de George Orwell. Donc ce chapitre se déroule après l'exécution en masse qui a eu lieu au chapitre 7. Plein d'animaux ont été exécutés parce qu'ils sont accusés d'être complices de Boule de Neige qui se cacherait quelque part. Et après le massacre, Liseron, elle est quand même choquée et elle se rappelle que dans les 10 commandements des animaux, il y avait écrit « Nul animal ne tuera un animal ». Elle essaye d'aller relire ce commandement qui était écrit sur le mur, mais finalement, quand quelqu'un vient lire pour elle, c'est la chèvre qui sait lire, c'est Muriel. Elle lit « Nul animal ne tuera un autre animal sans raison ». Et donc évidemment, tout le monde est d'accord de se dire que là, c'est bon, c'est légal, parce que ça n'était pas sans raison. George Orwell, il fait appel à notre intelligence.
Il va jamais dire, que ça a été ajouté. Évidemment, nous, on comprend bien, parce qu'il, suppose que ses lecteurs sont intelligents, qu'au début, il y avait écrit: «Nul animal ne tuera un autre animal» et que, sans raison, a été ajouté. A été ajouté par qui? A été ajouté discrètement par Napoléon et ceux qui travaillent avec lui. Pourquoi? Eh ben, bien évidemment, pour, justifier les massacres qu'ils ont commis et pour se maintenir toujours du côté de la loi. Donc on voit qu'ils falsifient la loi et au-delà de la loi, surtout leur idéologie, parce que ces 10 commandements, c'était vraiment le fondement de leur révolution et c'était ce qui était important pour eux et ils vont jusqu'à bafouer les règles les plus importantes pour eux. Donc ensuite, il y a Baratin. Baratin, on se rappelle que lui, c'est un peu le, euh, le messager qui fait passer tous les messages du peuple, qui vient régulièrement annoncer des hausses de production en pourcentage hallucinant, 200% à 500% en plus. Et aucun animal ne remet les chiffres en cause, parce que de toute façon, ils sont un petit peu ignorants, ces animaux, ils n'ont aucune idée de comment c'était avant, mais quand même, ils remarquent qu'ils ont faim, et qu'ils ont bien plus faim qu'avant, et ils se disent parfois qu'ils auraient préféré avoir de la nourriture plutôt que des chiffres. Ensuite, on voit un espèce de culte de la personnalité qui se met en place autour de Napoléon. Déjà, on l'appelle plus Napoléon, on l'appelle avec des formules un petit peu protocolaires. Par exemple, notre guide, le camarade Napoléon, toujours des choses avec des emphases. Ils vont chercher l'ami des petits gorets, enfin tout un tas de formules pour sans arrêt le valoriser. Il est presque mis à la place d'un dieu, hein, parce que chaque fois qu'on parle de lui, on y ajoute des adjectifs pour montrer à quel point on l'adore. On voit que les animaux se mettent, pour certains, à complètement divaguer. Les poules se disent: «Ah, grâce à Napoléon, j'ai pondu 5 œufs en 6 jours». 2 vaches vont boire, elles disent: «Ah, grâce à Napoléon, cette eau est si bonne». Il y a même un personnage qui s'appelle Minimus, je ne me rappelle plus quel animal c'était, qui écrit un poème à l'honneur de Napoléon, un poème tout à fait gnangnan. D'ailleurs, les rimes ne sont pas tout à fait justes et les pieds ne sont pas justes non plus. En gros, pour dire à quel point Napoléon est merveilleux. Et Napoléon, bien évidemment, décide qu'on va mettre ce poème sur le mur en face des 7 commandements. Il fait dessiner son portrait par Baratin. On voit que Napoléon est devenu tout à fait mégalo. Mais il n'est pas devenu que ça, il est devenu en plus complètement parano. Parce qu'il ne se montre plus qu'une fois tous les 15 jours, il fait passer ses messages par Baratin, il vit entouré de ses chiens, et soi-disant, 5 poules auraient dit qu'elles étaient complices avec Boule de Neige pour venir tuer Napoléon, donc on exécute les 5 poules qui auraient avoué ça. Là, on comprend quand même que derrière une petite histoire gentillette d'animal, il y a des choses beaucoup plus graves, hein, qui sont abordées par George Orwell, parce que pourquoi est-ce que 5 poules d'un coup viendraient dire qu'elles ont travaillé avec Boule de Neige, ce qui est complètement abracadabrantesque, et en plus se feraient tuer? Eh ben, en tant que personne qui réfléchit, on se dit, il parle il parle des tortures qui avaient lieu à cette époque pour faire avouer n'importe quoi à n'importe qui. Donc ces poules-là sont tuées et Napoléon utilise ce prétexte pour renforcer encore sa garde. Même quand il dort la nuit, il y a 4 chiens aux 4 coins de son lit et il y a un petit cochon qui s'appelle Œil Rose, donc ils ont choisi un petit nom mignon et ce bébé goret est utilisé pour goûter tous les plats de Napoléon, pour si jamais quelqu'un essaye d'empoisonner Napoléon, bah, que ce soit le petit goret qui meurt. Donc on voit que même ça, même là-dedans, on montre que c'est un personnage cruel et sans cœur. Après, on va reparler de toutes ces magouilles. Évidemment, donc on se rappelle qu'il y avait les 2 fermes, qui sont celles de Pillington et celles de Pinchfield, qui sont tenues par des humains. Ce sont des fermes normales. Et là, ça montre un petit peu comment la Russie était prise entre ses différents voisins et menait aussi ce jeu de un coup marcher avec certains voisins et détester les autres, d'autres fois l'inverse. Et donc, Boule de Neige, non pas Boule de Neige, pardon, Napoléon a toujours un tas de bois à vendre. Et la Russie aussi était et est toujours, surtout en ce moment avec ces histoires de guerre en Ukraine et de gaz, on voit que finalement la guerre n'est pas une chose si abstraite et si éloignée que ça de nous. Elle était une grande productrice de matières premières. Et du coup, bah, les pays qui lorgnaient sur ces matières premières, même s'ils n'étaient pas d'accord avec, donc dans le livre, une ferme gérée par les animaux, ou alors aujourd'hui dans l'actualité, ou encore à l'époque de l'URSS, pas d'accord avec la politique de la Russie ou de l'ex-URSS, ça n'empêche pas bien évidemment de continuer à faire du commerce dans l'histoire pour acheter du bois et aujourd'hui pour acheter du gaz.
Et évidemment, tous ces gens-là, au milieu de leur magouille, continuent à être plus ou moins proches, ou en tout cas à négocier ensemble. Ce qui me fait penser à une citation dont malheureusement j'ai oublié l'auteur. Voilà, je viens d'aller rechercher. C'est une citation de Paul Valéry. La guerre est le massacre de gens qui ne se connaissaient pas, au profit de gens qui se connaissaient mais ne se massacrent pas. Donc on voit que Napoléon exacerbe comme ça la haine de la population. Il raconte aussi que chez Pinchfield, donc celui qui ne va pas acheter le bois pour l'instant, donc c'est celui qui déteste, on torture les animaux, c'est horrible, et il met comme ça le feu aux poudres pour pousser les animaux à vouloir attaquer Pinchfield. Mais bon, Baratin est là pour calmer tout le monde. En fait, ils exacerbent comme ça la haine de leurs voisins, parce qu'évidemment, c'est toujours bon de s'unir autour d'un projet commun. Comme ça, pendant ce temps-là, ils ne se rebellent pas contre Napoléon. Et Baratin dit, il ne faut pas s'énerver, Napoléon a des stratégies, il faut attendre ses ordres. Et la réécriture de l'histoire par Baratin continue. Baratin va dire, par exemple, que finalement, Boule de Neige n'a jamais reçu de médaille de héros première classe dans la bataille de l'étable. On se rappelle, c'était tout au début du livre, quand les humains ont essayé de reprendre le contrôle de la ferme, que Boule de Neige s'était battu et avait reçu une médaille. Et ben ils disent que ce moment-là n'a pas existé. D'ailleurs, Boule de Neige n'était pas là, il s'est pas battu, il n'est pas courageux. Et puis, un nouveau problème se présente. Le moulin est terminé, mais maintenant, il faut acheter le mécanisme. Donc, il y a Weyemper. On se rappelle, c'est l'humain qui sert un petit peu d'intermédiaire entre les animaux et les autres fermes, qui va l'aider à mettre en place une espèce de commerce. Dans le chapitre précédent, on a vu qu'ils avaient du bois à vendre et ils font un petit peu jouer la concurrence, je ne sais pas comment dire, entre Pillington et Pinchfield. Mais ce qui va se passer, c'est que finalement, Napoléon va se faire prendre à son propre jeu. Parce qu'il est une fois avec l'un, une fois avec l'autre. Ça illustre un petit peu le fait que la Russie, pendant la Seconde Guerre mondiale, était un petit peu oscillante entre les différents camps, et une fois quand il est associé avec l'un, il médit sur l'autre, et donc tout un temps, il dit qu'il va aller avec Frédéric, donc c'est celui de Pinchfield, si je me trompe pas, et du coup, il dit tout un tas de mauvaises choses au sujet de Pillington, etc. Et il fait passer le message que il se passe des choses horribles, que là-bas on torture les animaux, que c'est horrible, qu'ils sont affamés, que tout va mal. Enfin, il fait toute une propagande pour les dénigrer. Et finalement, au dernier moment, il conclut le marché avec Pillington. Alors les animaux à qui on a appris pendant des semaines à détester l'un de ces royaumes, enfin une de ces fermes, dit mais pourquoi est-ce qu'on commerce avec elle alors qu'on a appris à la détester pendant tout ce temps? Et il dit mais non, mais c'était qu'une ruse, et en fait on voit bien qu'il est un petit peu perdu entre les deux. Et ils vont donc vendre le bois avec un accès autorisé à leur ferme pour venir prélever le bois. Tout le stock de bois va être vendu et Napoléon va se targuer d'avoir fait passer la vente à condition d'être payé immédiatement avec des billets, parce qu'il dit, moi attention, je ne suis pas un imbécile, on ne me la fait pas, on me paye tout de suite, immédiatement. Et quand ils vont recevoir les billets, ils vont se rendre compte que ce sont des faux billets, mais ce sera trop tard, le bois sera parti. Donc Napoléon est absolument furieux, et il dit qu'il va réduire Frédéric Sambouis, etc., qu'il va faire détruire leur ferme. Mais ce qui se passe, c'est que dès le lendemain, c'est la ferme des voisins, ceux qui leur ont donné les faux billets, qui attaquent. Et ils attaquent évidemment la ferme des animaux. Et là, la bataille, elle est absolument dramatique. Il y a des animaux qui sont tués, qui sont grièvement blessés, et il se passe aussi quelque chose de très triste et qui file un coup au moral de la troupe de la ferme des animaux, c'est qu'ils détruisent le moulin. Et le moulin, il est tellement fort et bien bâti qu'ils se disent c'est impossible, personne ne peut le détruire. Mais les humains ont recours à la technologie, ils creusent un trou sous le moulin, ils mettent des explosifs et ils le font exploser. La fin de la bataille, elle est aussi très symbolique, parce qu'ils font tirer un coup de canon. Et Champion, donc le grand cheval fort, celui qui voulait toujours se donner de la peine, dire qu'il travaillerait mieux, il est complètement blessé, il est en sang, il a pris des balles dans la cuisse, il a perdu un sabot. Et il dit, mais pourquoi est-ce que tu fais tirer des coups de canon? Et Baratin, il dit, mais c'est pour célébrer la victoire.
Et Champion, il dit: «Mais quelle victoire! On s'est fait massacrer, on nous a détruit le moulin» et Baratin, il dit: «Mais non, on a gagné parce qu'on a repoussé les humains». Et effectivement, les humains ont fini par repartir. Et on voit qu'encore une fois, l'histoire est sans arrêt et tout le temps réécrite. C'est un petit peu comme dans le livre 1984 de George Orwell, c'est le même principe, c'est de dire que finalement, l'information qu'on nous donne, c'est jamais qu'une réécriture de ce qui a été vécu et une déformation de la réalité. Et puis les animaux voient flotter le drapeau, ils entendent tirer les coups de fusil, et les animaux sont persuadés d'avoir effectivement gagné cette bataille. Quelques jours plus tard, il se passe un nouvel événement qui symbolise la décadence des gouvernants. Ils trouvent une caisse de whisky et les cochons vont se saouler. Ils sont complètement ivres et le lendemain matin, Napoléon a tellement la gueule de bois qu'il pense qu'il va mourir. Donc il décrète que la consommation d'alcool est formellement interdite. Et puis Napoléon n'en meurt pas, bien évidemment, il est fort malade le lendemain, mais il s'en remet. Et depuis ce jour-là, les cochons prennent l'habitude de boire. Encore une fois, Muriel retourne dans la grange pour aller lire sur le mur où ils ont écrit les commandements, où il y avait écrit l'interdiction de boire de l'alcool, et elle va voir le mur et elle dit mais quand même c'était interdit, et elle voit qu'il est écrit les animaux ne boiront pas d'alcool, et encore une fois, il y a une phrase qui est rajoutée après en disant qu'ils n'en boiront pas démesurément. Donc on voit que les cochons, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils incarnent la classe dominante, la classe qui gouverne, font sauter tous les interdits et se permettent absolument tout. D'ailleurs, Napoléon, dans ce chapitre, vit quasiment reclus dans la maison des anciens humains. Il dort dans leurs draps, il utilise leur vaisselle. En fait, il a repris tout à fait tous les privilèges qu'avaient les humains avant. Et à son tour, eh ben, il tyrannise les autres animaux. On peut dire que à la fin de ce chapitre, la boucle est bouclée. Il y a exactement les mêmes horreurs qui se produisent à la ferme des animaux que avant la libération du joug de l'homme. Voilà, c'est la fin du résumé du chapitre 8 et on va passer au chapitre 9.